15 juin de l'année 2000, en région lilloise, le corps de Christopher, 12 ans, est retrouvé chez lui. Le quartier est bouleversé. Les habitants sont sous le choc. Christopher, toujours souriant, toujours aimable. Alors pourquoi? On ne sait pas pourquoi. C'est dur. Parce que ça aurait pu arriver à n'importe quel gosse, même au mien, parce que j'en ai 4 aussi. Je ne sais pas comment vous expliquer. On arrive et puis on est noué. Cet après-midi-là, la mère de Christopher rentre chez elle après avoir fait les courses. Son fils aîné n'a pas classe, il doit l'attendre au domicile familial. Mais quand elle arrive dans l'appartement, le silence règne. Quand je suis rentrée, donc il était censé être là. J'ai trouvé l'appartement assez calme. Donc je suis allée dans le salon, personne, dans la cuisine, personne. J'arrive dans la salle et je vois des traces de sang par terre. Et j'aperçois sa porte de chambre fermée. J'essaye de l'ouvrir et je sens de la résistance. Je pousse un peu, je passe la tête et je l'aperçois étendue par terre, derrière la porte avec les pieds, vraiment contre la porte. Là, je crie son nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pousse la porte de toutes mes forces, j'arrive à entrer, je l'appelle. Mais bon, il ne se réveille pas, il ne réagit pas. J'appelle les secours, j'appelle ma mère. Ça a été très vite après. Je suis dans ma voiture de service et je capte un message sur la radio d'une patrouille police-secours qui a été appelée dans un appartement. Donc quand j'arrive, on est dans un appartement situé dans les étages et il y a le corps d'un jeune garçon qui gît au sol dans une mare de sang. Il y a du sang un peu partout. De mémoire, le corps se trouve entre l'entrée d'une chambre et le séjour. Il y a sa maman qui est là, les pompiers sont là, ils ont tenté de le ranimer et tout de suite on sent on voit que c'est une affaire criminelle. Donc je déclenche l'astreinte de la brigade criminelle de mon service et donc je fais revenir des enquêteurs pour démarrer l'enquête. La victime est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Christopher est scolarisé en 6e dans un quartier populaire. C'est un enfant sociable et apprécié, plutôt bon élève, mais surtout très sportif, passionné de boxe, de foot et de badminton. Un gamin sans histoire, dont le corps est retrouvé poignardé. Quand on fait les premières constatations suite à la découverte du corps, le légiste nous dit bien qu'il constate effectivement des plaies certainement mortelles par couteau, des coups au niveau de la poitrine et également au niveau de la nuque. C'est par la suite, lors de l'autopsie, qu'on saura qu'effectivement, il y avait 22 coups qui ont été portés à la victime. C'est quelque chose qui sort de la norme habituelle des affaires criminelles. C'est pas quelqu'un qui est mort d'un seul coup de couteau. Il y a vraiment beaucoup de coups de couteau. Donc on a le sentiment qu'il y a un acharnement de l'auteur sur la victime. Quand on se rend compte d'une scène de crime comme ça, forcément, on cherche toute explication utile. Alors, les parents ont cherché aussi. Donc, bien sûr, on a pensé à un pédophile, à un exhibitionniste, mais ça a posé des difficultés parce que, connaissant Christopher, il n'aurait pas fait monter quelqu'un comme ça dans l'appartement de ses parents. Pour eux, c'était pas possible qu'ils fassent monter un adulte qu'ils ne connaissent pas. Donc, ou quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, on était dans l'incompréhension la plus complète. On retrouve un morceau de petit pain au chocolat que la victime était en train de manger, donc il était en train de prendre un goûter, vraisemblablement. Et on a vraiment le sentiment qu'il ne s'est pas méfié. C'est-à-dire qu'il était en confiance avec la personne qui l'a reçu et qui, vraisemblablement, l'a assassiné. L'expérience montre que dans les affaires criminelles, on ne peut exclure aucune piste. Il ne faut surtout pas exclure une piste, même si elle apparaît moralement totalement inconcevable. Donc,
toutes les hypothèses sont possibles. Dans un premier temps, on place les parents en garde à vue parce qu'on veut les entendre de manière approfondie pour savoir leur emploi du temps et pour voir s'ils ont quelque chose à voir dans cette affaire. Le fait qu'il n'y ait pas d'effraction, on se pose quand même pas mal de questions, si vous voulez, même si effectivement imaginer qu'une mère puisse tuer son enfant, c'est quand même très difficile. C'est dans cet immeuble de la Cité que la mère de Christopher Morels a découvert le corps ensanglanté de son fils, gisant dans l'appartement familial du 8e étage. Dans un premier temps, 4 personnes ont été placées en garde à vue, dont les parents de la victime, qui ont été entendus aujourd'hui au commissariat central de Lille à titre de témoins. Pour les proches de Christopher, ce drame est un véritable traumatisme. C'était un garçon assez gentil et tout, souriant, tout ça. Les parents également, des gens ordinaires. Ouais. Ce qui paraît étrange, c'est que les parents, eux aussi, étaient adorables, au dire de ma sœur. Ils s'entendaient très bien et qu'elle était surprise aussi par le tournoi des événements. Aucune effraction n'a été constatée sur la porte de l'appartement. Théâtre d'un drame familial ou d'un règlement de compte, les enquêteurs n'écartent aucune hypothèse. Les enquêteurs vérifient les emplois du temps des parents. Le père est rapidement relâché. Il était en formation professionnelle au moment du drame. La mère, elle, ne quitte pas le commissariat. Elle sera entendue plusieurs fois et passera plus de 30 heures en garde à vue. Alors là, ça a été extrêmement dur parce que les services de police qui cherchaient à savoir ce qui s'est passé ont dans un premier temps cru que c'était les parents. En tout état de cause, ils les ont vraiment interrogés parce que si c'était eux, il fallait les faire avouer. Et ça a été extrêmement dur pour la maman à qui on a retiré naturellement son soutien-gorge, à qui, ses bagues, tout ça. Et puis qui a été interrogée pendant 2 jours complets alors qu'elle venait de perdre son enfant dans des conditions atroces. On m'a fait expliquer ce que j'avais fait toute la journée, mais détail par détail, où, à quelle heure, ce que j'ai fait, Et moi, pendant tout ce temps-là, je disais, mais enfin, l'assassin de mon fils est en train de courir tranquillement, il est dehors, c'est pas moi, Après 2 jours d'interrogatoire, Martine, la maman de la victime, est finalement innocentée. Elle retrouve son mari et ses 2 plus jeunes enfants. Au quartier, l'ambiance est lourde. Les habitants sont sous tension. Tout le voisinage reste soupçonné. Les enquêteurs se démènent. Ils ratissent l'immeuble et les alentours à la recherche d'indices. Et dans l'appartement du crime, ils parviennent à trouver une empreinte partielle. Sur les lieux du crime, pas très loin de la fenêtre de la cuisine, on trouve une trace de pomme de main, donc une trace parcellaire, donc c'est pas une pomme de main complète, donc qui manifestement peut appartenir donc à l'auteur de l'homicide. En contrebas de l'appartement qui était situé au 8e étage, sur une avancée, parce qu'en fait au niveau de l'immeuble, il y avait le rez-de-chaussée était en avancée, je crois que c'était un commerce qui était en dessous, et donc sur le toit de cette avancée, on a vu un couteau qui s'était avéré par la suite être le couteau qui avait été utilisé. On comprend que l'auteur s'est débarrassé manifestement du couteau en le jetant donc par la fenêtre de la cuisine et qu'il a probablement dû s'appuyer sur le mur avec la main et la main partiellement ensanglantée, ce qui explique la trace qu'on retrouve. Le couteau, on détermine que c'est un couteau qui fait partie de lots qui ont été vendus par un supermarché, une célèbre chaîne de supermarchés discount, quelques mois auparavant, et qu'un de ces supermarchés est installé dans la cité. Naturellement, on va imaginer et on va penser que l'auteur peut être un des habitants de cette cité. À partir de là, je prends la décision, c'est moi qui vais la prendre, de faire exécuter beaucoup de perquisitions, en l'occurrence on sera un peu plus de 300 perquisitions sur l'ensemble des logements de la cité, dans le but de retrouver des couteaux identiques dans certains logements. Sur les 300 logements perquisitionnés, seules 2 familles possèdent des couteaux similaires à celui retrouvé près de la scène de crime. Au commissariat, les policiers prennent les empreintes de chacun des occupants.
dont celle d'un garçon de 13 ans. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Vous avez bien votre pouce. Rapidement, les analyses ADN permettent de situer le mineur sur les lieux du drame. Dans sa chambre, les inspecteurs retrouvent des vêtements et une paire de baskets avec des taches de sang. Le mineur de 13 ans est placé en garde à vue. Le garçon que je défends est un mineur effacé. C'est un mineur bien évidemment reclus qui baisse les épaules et qui fait le dos rond. Il n'est pas homme encore, il est encore... c'est un préadolescent. C'est en tous les cas ce qu'il donne à voir et à penser, même si on a à côté un gabarit plutôt conséquent. Donc, véritablement, c'est un contraste énorme entre la gravité des actes qu'on lui reproche et l'image qu'il donne. Quand il est entendu la première fois, il est très calme, très posé. Il fait preuve d'aucune émotion. Il déclare qu'il n'a pas rencontré la victime de l'après-midi et il nous donne un emploi du temps. Il n'a pas d'alibi, non. Il nous explique qu'il est sorti de chez lui, qu'il a promené un peu dans le quartier, qu'il a rencontré des copains. Effectivement, il y a des copains qui l'ont vu, mais on n'a pas tout le tracé de son après-midi, si vous voulez. Il n'est pas bavard, il n'a pas beaucoup de psychologie, il n'a pas beaucoup d'analyse. Et puis, même si depuis 24 heures, on le bombarde de questions, on le secoue de questions, c'est aussi un garçon qui a passé du temps à mentir, à ne rien dire, à cacher. Et tout ça commence aussi à être volontairement enfoui. Il faut réveiller tout ça, il faut déterrer toutes ces informations-là qui ont été volontairement cachées. De mémoire à 22h, la première audition s'est terminée vers 20h, donc à 22h, on le fait ressortir, et donc là, il y a un enquêteur de la brigade criminelle qui reprend une seconde audition, et c'est au moment de cette seconde audition que le jeune garçon donc, va reconnaître les faits et va donner des détails sur ce qui s'est passé. Il y a un moment, il nous dira je regrette de l'avoir fait, mais ça restera quelque chose d'assez léger. Donc à aucun moment il va se confondre en excuses, à aucun moment il va éclater en sanglots en nous disant j'ai fait une bêtise, je regrette, etc. On n'a pas le sentiment qu'il a une conscience des conséquences de son acte et qu'il a tué un être humain. Ce que je dis souvent, pour bien comprendre les êtres humains, pendant un temps, il faut oublier l'acte qu'ils ont fait et dire qui est cet adolescent indépendamment des faits. Et donc, au fond, je garde le souvenir assez simple au départ d'un jeune garçon de 13 ans. On pourrait dire, dans un premier temps, comme un autre, rien de particulier, en première approche. L'enquête de personnalité du très jeune auteur des faits révèle un parcours de vie décousu. Le mineur n'est pas bavard. À demi-mot, il raconte une enfance heureuse, mais déséquilibrée. Il grandit dans un milieu très modeste en banlieue de Lille, aux côtés de son frère aîné et de ses parents. Sa mère est aide-soignante, son père peintre en bâtiment. Mais le couple ne s'en sort pas. Très jeune, à l'âge de 6 ans, il est envoyé vivre quelque temps à la campagne, chez ses grands-parents maternels, pour soulager ses parents. Dans sa prime enfance, un drame survient. Son père se suicide pour des raisons que le garçon ignore. Il restera à la campagne jusqu'à l'âge de 13 ans. Il y passera une enfance au grand air, toujours à jouer dehors, toujours en liberté. C'est un enfant qui est adoré par ses grands-parents, c'est un enfant qui est câliné, c'est un enfant qui est... Voilà, on a l'impression que c'est une grand-mère qui reporte énormément d'amour sur lui. Oui, il est adoré là où il grandit.
Il est toujours dans les jambes de son grand-père, il ne sait comment s'occuper tellement il y a de possibilités qui s'offrent à lui. Enfin, voilà, on va être dehors à bricoler, à avoir des outils, des couteaux, enfin d'avoir des activités manuelles tout le temps. On voit déjà que c'est un enfant qui n'est pas fait pour l'école, qui n'est pas destiné à cela, qu'il est destiné à un métier manuel et qu'il sera heureux si on le laisse exercer les choses de ses mains et qu'on lui impose pas de travailler avec son cerveau. Sa maman décide de le laisser là-bas parce qu'elle a des horaires décalés, parce qu'elle travaille régulièrement avec des horaires inadaptés pour l'éducation et que la plupart du temps, elle vit seule et que donc elle n'a pas non plus la logistique pour le faire garder, emmener à l'école quand elle est de permanence de fin de journée, de nuit. Et donc c'est la facilité. Et puis elle voit aussi, elle aime son fils et elle voit à quel point il est bien là-bas. On voit qu'il n'y a pas une stabilité, ce qu'on appelle nous pompeusement les images parentales. Ben, le père n'est pas là, la mère n'a pas participé. Les grands-parents sont des grands-parents affectifs, mais pas des grands-parents éducateurs, pas des grands-parents enseignants, enfin, qui apprennent des choses. Donc il n'était pas malheureux, dit-il, chez ses grands-parents. Il vit sa vie, on le laisse un peu vers sa vie, il fait un peu ce qu'il veut. Et alors, il a fait des petites bêtises, on va dire ça en langage populaire. Avec un copain de classe, ils sont rentrés dans une maison, ils y ont fait des bêtises à l'intérieur et le juge des enfants est saisi, les sermonne, leur rappelle quelles sont les règles, la loi. Les petites bêtises, on a tendance un peu parfois à les banaliser. Si on faisait le destin de 100 petits garçons qui sont rentrés par effraction dans une maison, qui ont déféqué un petit peu dans la maison, on pourrait dire ça va pas être un problème. Certains après vont s'adapter bien, mais en même temps, il y a quelque chose un peu, comment dirais-je, par exemple déféquer sur le lit de quelqu'un. Oui, c'est une forme d'agressivité. Non seulement je viens, non seulement je fais effraction, mais je vais le dire en termes populaires, passez-moi l'expression, je te chie dessus. Il y a quelque chose d'un petit peu inadapté quand... Voilà, donc faut pas trop en faire quelque chose qui a un pronostic défavorable, mais c'est des petites choses qui traduisent quelque chose d'un petit peu disharmonique. Cette disharmonie reflète un enfant instable et dont la personnalité se construit mal sur le plan affectif. En janvier 2000, le juge d'instruction décide de renvoyer le mineur chez sa mère, dans un environnement qu'il estime plus structurant. De la vie au grand air, il retourne vivre en cité. À presque 13 ans, le garçon découvre la promiscuité de la vie en appartement avec ses deux nouveaux frères et sœurs qui sont nés alors qu'il vivait à la campagne. Il doit désormais partager son quotidien avec cette famille élargie. Il y a un changement radical dans son quotidien parce que là, aujourd'hui, il n'est plus le centre du monde. Il est un des centres du monde de sa mère, mais elle a effectivement d'autres enfants aussi à satisfaire, à aimer, à approcher. Elle travaille, elle est seule à assumer pas mal de choses. Donc elle n'a pas l'attention, la délicatesse qu'il pouvait recevoir à longueur de journée chez sa grand-mère. Donc il y a un contraste important
dans son mode de vie. Il est dans une atmosphère plus limitée, et on va dire plus contraignant et peut-être même plus irritant. C'est un peu... Il y a plein de petites règles ou petites ambiances qui fait qu'il est un peu sous pression. Il passe finalement d'une vie où il est assez libre à une vie où il est un petit peu sous le regard des autres, un peu contraint. Il est dans une nouvelle ambiance qui pour lui est un défi pour s'adapter. C'est aujourd'hui quelqu'un qui va au collège, qui rentre, qui va au collège, qui rentre, et qui n'a pas la liberté et le défoulement qu'il pouvait avoir avant en campagne. C'est un enfant de 6e, sans particularité, sans rien, quoi. Hein, à part qu'il arrivait au milieu de l'année. Et je l'ai mis volontairement dans une classe qu'on considérait déjà comme sympathique, agréable, pas trop travailleuse, c'est vrai. Et puis il a été intégré dans cette salle et cette classe sans aucun problème particulier. Je suis obligé de reconnaître qu'il faisait partie des élèves qui travaillaient peu. Pour... à la fin de l'année, quand on a fait les conseils de classe, il termine malheureusement avec 6 de moyenne. C'est-à-dire peu d'efforts. C'est pas un bon élève, il n'est pas intéressé par l'école, c'est pas de mes souvenirs, il ne ressort rien d'intéressant, ni sur la participation, ni sur l'intelligence, ni sur le sérieux dans les devoirs ou dans les applications. C'est un enfant qui attend que ça se passe plus qu'autre chose et que la fin de la journée sonne et qu'il puisse aller gambader. Mes collègues psychologues lui font passer des tests qui ont pour but d'évaluer l'intelligence verbale, on voit qu'elle est modeste, au-dessus de la moyenne, l'intelligence de performance, l'intelligence de l'organisation, et aussi l'intelligence conceptuelle, c'est la capacité, au fond, à théoriser, finalement, ce qu'on vit. Voilà. Et sur ces 3 types d'intelligence, le niveau est modeste, au-dessous de la moyenne. À part le côté introverti, je ne ressentais rien de particulier. Il ne s'est jamais manifesté comme étant rebelle. Jamais on a senti quoi que ce soit. Et quand je dis on, je ne suis pas tout seul. Hein, dans un établissement, il n'y a pas que le chef d'établissement, il y a les profs. Hein, et puis il y a l'environnement. C'est plutôt un introverti. Qu'est-ce que c'est un introverti? C'est les gens qui qui gardent les choses à l'intérieur, qui n'expriment pas avec des mots, justement, ce mal-être dont on parle quand on le regarde indépendamment des faits. Donc, un peu timide, un peu pas sûr de lui, plutôt en repli, mais sans être un grand timide, il peut se glisser quand même avec les autres, avec une dimension d'introversion pour sa vie émotionnelle plus profonde, plus souterraine. L'équilibre psychologique du mineur se fragilise. Il accepte mal les changements qui lui sont imposés. À la maison, il est de plus en plus insolent. Il se montre agressif et intolérant à la frustration. Les rapports affectifs à la famille. D'abord, il faut rappeler quelque chose de tout simple. C'est qu'au fond, il n'y a pas eu la continuité du lien, ni avec la mère, ni avec les frères et sœurs. Donc, au fond, finalement, on n'a pas, je dirais, créé une relation dans le quotidien, dans le régulier. Et donc, il y a des tensions avec la maman qui essaie de recadrer parce qu'il y a aussi les autres. Et donc, ça crée un peu de turbulence un petit peu avec elle. Et aussi avec les frères et sœurs. Ce n'est pas un garçon
qu'on aide, qu'on accompagne dans son développement. Mais comme tellement d'autres adolescents, comme tellement d'autres enfants, où on pense qu'il suffit de les laisser pousser et de leur donner de l'attention et de l'amour pour que ça suffise, il aurait dû mériter, ou il méritait beaucoup plus de soins et beaucoup plus d'attention. Mais on a une maman qui en a pas le temps, et une maman qui n'en a peut-être pas non plus la finesse d'analyse et la sensibilité, qui pense que est déjà bien épuisée de son travail à l'hôpital et de ses nuits, et donc qui fait de son mieux, mais c'est pas suffisant par rapport à ce garçon qui digère plein de choses, un déménagement, l'histoire de son père, enfin, voilà, des frères et sœurs avec qui il grandit, mais qui connaît finalement pas si bien que ça, une nouvelle école, des nouveaux copains, un passage au collège avec tout ce que ça peut représenter aussi de déstabilisant, de passer d'un maître à de multiples enseignants, enfin voilà, donc c'est beaucoup de choses en même temps. Dans ce changement d'ambiance, il est stressé, qu'est-ce qu'il fait ? Il tape sur les murs quand il est irrité, pour peut-être pas taper sur sa mère, et il se scarifie. C'est jamais neutre de se couper, même si c'est se couper légèrement des choses. Vous voyez, ça traduit ce mélange d'anxiété, de frustration et d'agressivité indirectement exprimée contre soi. Ça montre simplement un adolescent en surtension. Le 15 juin 2000, exceptionnellement, les enfants n'ont pas classe l'après-midi. Après l'école, l'auteur des faits rentre au quartier avec un autre de ses camarades. Ils sont scolarisés tous les deux dans la même classe de 6e et habitent la même cité. C'était deux petits garçons complètement différents. L'un qui a eu un parcours de vie manifestement chaotique et difficile, l'autre qui avait la chance de vivre dans une famille très aimante, très unie, qui était bien dans sa peau, qui travaillait bien à l'école, qui faisait du sport. Voilà, deux petits garçons complètement différents. De comportements différents. Pour caricaturer, un extroverti et un introverti. Ils deviennent amis par le fait que le collège, je vous répète, tout le monde vient à pied tous les jours, etc. Et ils habitent le même quartier. Moi, je ne le connaissais pas. Autant on peut connaître certains amis de ses enfants parce qu'ils en parlent, parce qu'on les voit à la sortie de l'école ou du collège, et qu'on les voit jouer ensemble quelquefois devant la maison. Mais là, ce n'était pas le cas. Lui, je ne l'avais jamais vu. De mémoire. Et pour moi, ils n'étaient pas amis. Ils étaient juste vraiment dans la même classe. C'est tout. Le jeudi après-midi, Christopher, il avait l'habitude d'aller chez un ami jouer à la Nintendo, en fait. Et ce jeudi-là, on ne sait pas pourquoi, je ne me rappelle plus pourquoi, ça s'est pas fait. Donc il était censé être à la maison, en fait. Ils sont dans le même établissement, l'établissement est fermé ce jour-là, ils jouent en bas de l'immeuble, ils se rapprochent puisqu'ils sont dans des entrées voisines, ils finissent par jouer ensemble. C'est voilà, une scène extrêmement coutumière à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a peut-être moins d'enfants qui jouent en bas, mais ou en tous les cas, en l'absence des parents, aujourd'hui on n'ose peut-être plus les laisser. Mais là, ce sont des enfants, on imagine qu'ils sont assez grands pour rester ensemble toute l'après-midi. Je pense que le fils de mon client est tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Il a eu la mauvaise idée de faire monter son pote pour des raisons ignorées. Le petit garçon était un garçon sociable. Pourquoi a peut-être voulu partager son petit pain à l'étage, ou je ne sais pas. Et puis tout s'est enclenché. Ce jour-là, Christopher passe l'essentiel de l'après-midi à jouer dans le quartier avec son ami. Puis, il l'invite chez lui, au 8e étage. Mais une fois à l'intérieur, une dispute éclate. D'après l'auteur des faits,
Christopher aurait insulté sa mère. Le même genre d'insulte que la victime aurait lu sur les graffitis de sa cage d'escalier. Au fond, que quelqu'un traite sa mère de pute, c'est violent. Que peut-être ils reprennent des graffitis qui sont écrits « Ta mère est une suceuse de bite ». C'est encore plus violent. Il faut pas sous-estimer, même paradoxalement, une mère vis-à-vis de laquelle peut-être lui-même il est ambivalent. Des fois, elle le fait chier aussi. Mais quand même, il y a une part de sacré quand même. Je crois que traiter une mère de pute, nommer, en parler comme on parle, j'utilise les mots parce que souvent, il faut aller jusqu'à ce degré de concrétude pour comprendre les passages-là. Si on dit ta mère est une chienne, ta mère suce des bites, c'est plus violent que dire ta mère est une pute. Donc au fond, beaucoup d'adolescents dans ce cadre-là vont réagir. Il y en a qui vont zapper, ils vont se tirer, ils vont quitter le camarade, mais la plupart, ça va péter, il va y avoir des menaces, il va y avoir des bagarres. Ici, lui, sa particularité, c'est l'explosivité. Il veut faire taire ses insultes, il veut faire retirer ses insultes et que sa force soit plus forte que les insultes, c'est-à-dire que ce soit lui qui reprenne la main, que ce soit lui qui reprenne le dessus, sauf que nous avons un enfant, un adolescent qui a grandi à la campagne et qui, dès qu'il le peut, reprend ses habitudes de campagne, d'avoir un couteau dans la poche avec lequel il pouvait tailler des bâtons. Et donc la particularité, c'est que quand cette dispute intervient, il est armé et que, bien évidemment, le réflexe va être de prendre cette arme et de porter des coups. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour le qualifier. C'est peut-être pour ça que je suis un peu gêné pour le qualifier, parce qu'il n'y a pas de mots. C'est une horreur complète. C'est pas un ou deux coups de couteau. C'est vraiment, il y a eu un acharnement et forcément, ça se répercute sur la scène. Le corps était largué de coups de couteau avec du sang un peu partout. Donc une scène d'épouvante. On peut dire une scène d'épouvante. L'hypothèse, à mon avis, la plus vraisemblable, c'est ce qu'on appelle en psychocriminologie les passifs explosifs. Il y a un jour, quelque chose, un moment, un petit déclic qui fait que, hop, on se lâche. Il y a l'explosion. Donc, les passifs explosifs, c'est-à-dire ce qui frappe, c'est qu'ils ont un acte spectaculaire dans toute leur vie. La meilleure expression, elle est dans la criminologie, c'est l'histoire de l'effet cocotte-minute. Quelqu'un qui a des tensions, qui les contient plus ou moins bien habituellement. Et un jour, il va être dans une circonstance qui n'était pas là précédemment à la même intensité. Et il va exploser dans une violence, on va dire même explosive, ça porte bien son mot, car elle est excessive. On pourrait parler d'une espèce d'orage, une espèce de volcan qui éructe de la lave, ou même comme un raz-de-marée. Vous voyez, une fois que c'est parti, c'est fini. La victime est ce jour-là expiatoire. Elle lui permet d'évacuer tout ce qu'il a accumulé, toute la rancœur qu'il a à l'égard des autres, à l'égard de ceux qui sont mal comportés avec sa maman. Et effectivement, cette victime n'est pour rien, mais absolument pour rien dans ce qui lui arrive. Elle est juste au mauvais endroit, au mauvais moment, et elle a juste des propos, effectivement, d'enfants aussi durs qu'ils peuvent être parfois. Non. Non, parce que notre fils n'était pas du genre non plus à dire des gros mots comme ça pour rien. Donc, non, nous, on n'y a pas cru. Personne n'y a cru. Et il est quand même rentré chez nous avec un couteau dans la poche. Il a expliqué plus tard que c'était pour tailler des branches dans le parc. Un couteau de cuisine. Alors, est-ce qu'il avait l'intention déjà de s'en prendre à notre fils? Pourquoi est-ce qu'il avait ça sur lui? Ça, c'est des questions qui resteront, voilà, sans réponse. Et auxquelles on a arrêté de penser, parce qu'on n'aura jamais les réponses et que
Voilà. On va arrêter de se faire du mal, en fait. Après son acte, l'auteur des faits jette le couteau par la fenêtre de la cuisine, se lave les mains et quitte l'appartement. Le lendemain, il retourne en classe comme si de rien n'était et reprend le cours normal de sa vie. Au collège, l'annonce de la mort de Christopher provoque une onde de choc. La maman de l'enfant assassiné m'appelle à 8h moins 10. Les cours démarrent à 8h. Et tout le monde débarquait, moi le premier, les professeurs encore plus, et la classe. Et il était dans la classe. Il était, dans mon souvenir, découvrant la chose, ébouriffé, pas bien coiffé, quoi, des yeux ronds et époustouflé. Voilà ce que j'ai vu en lui à ce moment-là. Mais je ne savais pas que c'était lui l'auteur. Il a été imperturbable. Ce qui choque le commun des mortels, parce que des gens vont dire il est revenu à l'école, il avait l'air normal, il était comme d'habitude, il n'avait pas l'air stressé, même de temps en temps certains vont dire il était plus détendu que d'habitude. C'est-à-dire que le sujet essaie de donner le change, mais il n'est pas totalement dupe de lui-même. Il sait que ça va le rattraper. C'est une espèce de petite protection égocentrique qu'on voit chez les jeunes, chez les gens de niveau modeste, même chez les gens qui sont plus intelligents et plus sophistiqués. Quand on a tué quelqu'un, notre vie bascule. Il y a celui qui téléphone tout de suite en disant « j'ai tué quelqu'un, venez me prendre ». Mais les autres, de façon, c'est un peu infantile, c'est un peu humain. On essaie de cacher tout ce qu'on peut, nettoyer tout ce qu'on peut, et puis faire comme si rien s'était passé. Pendant une semaine, l'auteur des faits est dans la dissimulation. Il participe à toutes les initiatives mises en place par le collège. Il consulte la cellule de soutien psychologique. Il rédige même, avec ses camarades, un poème pour le jour de l'enterrement. Mais la veille des funérailles, il est rattrapé par son ADN et par l'empreinte de sa paume de main laissée dans l'appartement de sa victime. L'auteur des faits est arrêté et avoue son crime. On a dû expliquer à nos jeunes enfants que Christopher ne reviendrait pas, qu'il était parti au ciel. Je me souviens de la réaction de notre plus jeune fils. Eh ben, comment il va faire alors pour faire ses devoirs? Et mon mari a quitté la salle, il est allé dans le jardin et on l'a entendu hurler. C'était déchirant. Après un an passé en détention préventive, le procès de l'accusé s'ouvre à huis clos le 10 mai 2001, au tribunal pour enfants de Lille, habilité à juger les mineurs de moins de 16 ans. Malgré son jeune âge, 13 ans au moment des faits, l'adolescent risque jusqu'à 15 ans de prison. C'est lourd, c'est beaucoup d'émotions. On ne connaît pas, on ne sait pas ce qui nous attend. On sait qu'on va être en présence
de la personne qui a fait ça. Qu'est-ce qui va se passer? Et on est allé, je me souviens, visiter le tribunal avec nos enfants qui n'assisteraient pas à l'audience, mais pour qu'ils démystifient un peu et qu'ils sachent où nous, on est aussi pour ce jour-là, quoi. Le premier jour du procès, c'était très, très lourd et très pesant pour tout le monde, pour les deux familles. Il y a la famille de la victime et la famille de l'auteur. La famille de l'auteur, elle aussi est affectée, c'est normal. Moi, j'ai le souvenir d'un petit gamin complètement renfermé, mal dans sa peau, qui a du mal à s'exprimer, et qui ne lâche rien, qui ne lâche pas ses émotions. On peut être capable de commettre des actes terribles et en même temps ne pas être acclimaté, dimensionné pour d'autres événements. Donc lui baisse les épaules et attend que ça passe. On peut considérer que c'est de la froideur, on peut considérer que effectivement ça peut prêter à cette interprétation. Et puis ça peut aussi être une manière d'être, c'est-à-dire de se mettre en boule et de laisser glisser, ce que je pense qu'il a fait à ce moment-là. Les passages à l'acte, moi, je ne les ai jamais compris. Il explique simplement qu'il a vu rouge parce que son copain aurait insulté sa maman. C'est la seule explication qu'il a donnée et après, il ne s'est plus contrôlé. Il ne donne pas plus d'explications que celles qu'il avait déjà données. Que c'est parce qu'il il s'est senti mal parce que... il avait entendu des insultes par rapport à sa mère. Et j'ai du mal à cerner ce qu'il dit. Parce que même quand il s'excuse, il lit une lettre. Il n'exprime aucun regret, sauf au moment où il lit sa lettre. Je m'excuse, je ne sais même plus ce qu'il y avait dans cette lettre. Parce que je crois qu'à un moment donné, je suis sortie. Et je n'ai pas écouté jusqu'au bout. Mais je sais qu'il avait lu cette lettre et quand j'ai vu qu'il... Je suis sortie. Il a le recul nécessaire à ce moment-là pour comprendre le mal qu'il a fait. Il exprime énormément de regrets, énormément de remords pour le mal qu'il a fait à tout le monde. Il s'oublie, il ne parle pas de lui, il ne parle que du contexte dans lequel tout cela s'est déroulé. Ce garçon n'est pas malade, psychiatriquement il est tout à fait normal, il n'a pas de dangerosité particulière. Personne ne craint qu'il puisse récidiver dans les commentaires qui vont être faits par les professionnels de la santé mentale. Le passif explosif, en général, quand même, en criminologie, c'est quelqu'un dans sa forme la plus spectaculaire, qui n'a jamais fait de mal à une mouche, plutôt introverti, plutôt replié sur lui-même, plutôt timide, qui, en one shot, sur un coup, explose de façon cataclysmique. C'est ça. Dans ce cas-là, on a reconnu en tant qu'expert, avec un autre collègue expert national, aucune maladie mentale chez ce garçon de 13 ans. La question qui se pose, c'est la question du quantum. On est effectivement entre 1 année et 15 années. Parce que dans le cadre d'un majeur, il risquait 30 ans. Il est mineur à ce moment-là de moins de 16 ans, donc l'excuse de minorité lui est accordée. Il risque la peine de moitié. La Cour rend son verdict après 3 jours d'audience. L'avocat général réclame 7 ans d'emprisonnement
Mais le tribunal va plus loin. 8 ans d'emprisonnement, c'est 1 an de plus que ce qu'avait requis le procureur. Si les parents de Christopher ne s'expliquent pas encore le geste du jeune meurtrier, ils comprennent le sens du jugement. Nous, ce qu'on attendait de la justice, c'est qu'ils nous écoutent. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Cour a pris en compte la gravité du geste, mais aussi le jeune âge de l'accusé. Il avait à peine 13 ans au moment des faits, soit l'âge limite pour être passible d'une peine. Il se pose maintenant la question de la reconstruction de la personnalité de cet adolescent en milieu carcéral. Alors, le verdict était assez sévère. J'en tire aucune gloire. C'est pareil, nous, on n'allait pas chercher 1 an de plus ou 1 an de moins. Mais le tribunal a estimé que c'était très grave. Et c'était très grave. Nous n'avions pas 1 ou 2 coups de couteau. C'est un véritable acharnement. D'ailleurs, ça a été compris, puisqu'il n'y a pas eu d'appel. Il fallait qu'on reconnaisse officiellement ce qui s'était passé ce jour-là, en fait. Après, la punition, je dirais, le nombre d'années de prison, nous, c'était pas le plus important. C'était vraiment qu'on reconnaisse ce qu'il avait fait, ce qui s'était passé, mais ce qu'il avait fait aussi ce jour-là. On a un magistrat hors du commun qui préside le tribunal pour enfants ce jour-là, qui m'appelle à la fin du délibéré et qui me dit, vous savez, Maître Igler, vous êtes forcément déçu, et je crois que ça se lisait sur mon visage. Mais là, avec cette peine-là, je me garde une faculté d'aménager cette peine. C'est-à-dire que je serai là, vous verrez, je resterai juge des enfants, parce que le juge des enfants est aussi juge d'application des peines, et que ce garçon, eh bien effectivement, s'il n'y a pas de problème en détention, j'envisagerai un aménagement de peine rapidement pour lui. Il nous a accordé des dérogations en qualité de juge d'application des peines. Ce garçon a pu apprendre un métier en prison, a pu suivre des formations en prison qui ne sont d'habitude pas accordées aux moins de 16 ans ou aux moins de 18 ans. Et grâce à lui, ce garçon est sorti avec un métier, avec une profession. La justice a fonctionné.